Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Le gouvernement relance la bataille du pouvoir d'achat malgré les économies pour réduire la dépense publique. Le projet de budget présenté ce matin promet une baisse d'impôts de 6 milliards d'euros pour les ménages et un soutien aux entreprises. Exercice délicat avec une croissance en berne. Le débat à suivre. Information et désinformation sur la laïcité, c'est le thème d'un colloque organisé aujourd'hui au Sénat. Comment naissent les fausses informations? La laïcité est-elle la première victime des fake news? On posera la question à notre invitée, la sénatrice Françoise Laborde. Où en est-on dans le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure? La commission du développement durable s'est rendue dans la Meuse pour faire un point sur l'avancée de ce chantier titanesque, alors que le secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Lecornu, annonce une nouvelle consultation publique sur la gestion des déchets radioactifs. Reportage et analyse dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir sur Twitter à cette émission, le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi et pour les réactions des sénateurs à l'actualité, aujourd'hui on retrouvera Tam Tranui en direct de la salle des conférences et Alexandre Poussard devant la commission des finances. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, présentation ce matin du deuxième budget du quinquennat Macron, un projet de loi de finances marqué par un désir de rééquilibrage en faveur des ménages. Mais l'exercice reste périlleux pour l'exécutif qui doit composer avec une croissance plus faible que prévu. Le détail avec Sandra Cerquera. C'est un projet de loi de finances qui se veut sobre. Parmi les bonnes nouvelles, les baisses d'impôts pour les particuliers qui atteindront 6 milliards d'euros. Et après la baisse de cotisation sur les feuilles de paye, les heures supplémentaires rapporteront plus. Des heures exonérées de cotisations salariales. Une revalorisation également des minima sociaux, plus 40 € par mois pour l'allocation adulte handicapé, plus 35% pour le minimum vieillesse, et le RSA gagnera 1%. Dans la continuité du budget 2018, on maintient donc un effort pour contenir le déficit et la dépense publique, tout en faisant baisser la pression fiscale. Et nous respectons en cela les engagements que nous avons pris devant les Français au début du quinquennat. Nous serons sous les 3% de déficit pour la troisième année consécutive. Car le budget 2019 est aussi synonyme d'économie. La pension des retraités sera à peine revalorisée. Seulement 0,3% d'augmentation. Le quasi-gel des allocations familiales et des APL, ou encore le non-remplacement de près de 4200 fonctionnaires partant à la retraite. L'exécutif a cherché des solutions pour compenser l'intégration de la dette de la SNCF au compte de l'État. Un budget qui, au total, table sur une croissance en légère hausse à plus 1,9%. Et première invitée de notre multiplex, la sénatrice socialiste du Val-de-Marne, Sophie Taillé-Polian. Elle répond aux questions de Tam Tranui. Oui, Sophie Taillé-Polian, quel regard portez-vous sur ce budget 2019 avec notamment ces 6 milliards d'euros de baisse d'impôts que fait valoir le gouvernement? Est-ce que ça va pour vous dans le bon sens? Non, je crois que la politique économique et fiscale du gouvernement ne va pas dans le bon sens et ces baisses d'impôts massifs pour les entreprises et les contribuables les plus aisés ne provoquent pas la croissance que le gouvernement espérait. Alors par ailleurs, on nous parle effectivement de 6 milliards de réduction, de pouvoir d'achat pour les ménages. Ce chiffre est largement exagéré puisqu'on sait que quand on fait un différentiel entre les exonérations d'une part et les hausses de fiscalité d'autre part, eh bien on arrive à un différentiel en fait de 3,5 millions, aujourd'hui l'OFCE, comme le disait l'OFCE. Mais si on lit également un petit peu plus dans les détails ce qu'a dit l'OFCE, il y a également des augmentations de cotisations sur les complémentaires retraites qui vont réduire en fait le pouvoir d'achat supplémentaire à 1,7 milliard. Or, quand on sait que sur ces 1,7 milliards, il y a 0,6 qui sont directement liés aux baisses de fiscalité pour les plus aisés, notamment je pense avec la PFU, il n'en reste pas beaucoup pour les personnes, pour les Françaises et les Français. Et quand on met également en parallèle le fait que les salaires augmentent moins vite que l'inflation, on voit bien qu'en fait, la qualité de vie des Français, leur pouvoir d'achat ne va malheureusement pas augmenter. Donc vous ne croyez pas l'exécutif quand il parle de budget, du pouvoir d'achat, s'inscrit également dans ce contexte ce fameux geste fiscal pour les 300 000 retraités, tout cela, même vous ne reconnaissez pas un effort?
Écoutez, je pense que le gouvernement a pris en compte le fait qu'ils avaient un problème politique d'adhésion des Français, notamment des retraités, et donc qu'ils essayent de faire des petites mesures pour rattraper un petit peu cette opinion qui s'échappe. Mais cela dit... Ce n'est que de la communication, le gouvernement valorise le plus et ne parle pas du moins. Et oublie le moins. Et on est vraiment dans des mesures de communication, alors qu'on devrait être dans des mesures de réorientation, parce que la politique fiscale envers les entreprises et les plus aisés ne produit pas les effets qui étaient attendus. La croissance n'est pas là, le chômage est toujours extrêmement inquiétant et ne part pas à la baisse. Et donc il faudrait réaliser que c'est par une autre politique économique qu'on pourra relancer la France. Par ailleurs, eh bien, le gouvernement ne va pas pouvoir tabler sur une conjoncture aussi favorable qu'il l'imaginait pour la suite. Ça aussi, c'est un point noir. Emmanuel Macron n'a pas réussi à relancer la machine. Oui, parce que ça fait tellement longtemps qu'on fait toujours ces politiques qu'on appelle des politiques de compétitivité coût, où on aide les entreprises en allégeant le coût du travail. Et donc finalement, on en finit, comme on allège le coût du travail, on finit aussi par alléger les protections de la sécurité sociale. On fait ça depuis très longtemps, ça ne marche pas. Donc maintenant, il faut qu'on considère un petit peu les choses de manière nouvelle et qu'on se dise qu'il y a beaucoup à faire dans l'investissement public, notamment dans la transition énergétique. Ça ne se fait pas sans moyens pour relancer la croissance. Et ce n'est pas le choix que fait le gouvernement. Le gouvernement choisit la politique d'aider les entreprises, et cette année, particulièrement sur le budget, notamment la transformation du CICE, 20 milliards d'euros. On aurait très bien pu dire, on garde le CICE, et une fois uniquement que ces effets ont été atteints, on bascule sur la cotisation. Mais non, on fait les deux d'un coup. Donc on leur offre une trésorerie incroyable, alors que les Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est un choix politique de relancer les entreprises. C'est aussi sur ce message qu'a été élu Emmanuel Macron. Et ça ne marche pas. L'investissement ne connaît pas d'embellie extraordinaire. Alors on aide les entreprises à faire quoi? On aide les contribuables les plus aisés à faire quoi? À faire des placements financiers? Je pense que c'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Eh bien, merci beaucoup Sophie Taillé-Polian d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette première réaction. Et on va tout de suite retrouver Alexandre Poussard qui nous attend devant la salle de la Commission des Finances. Alexandre, bonjour. C'est la tradition. Les ministres vont également venir devant les sénateurs pour présenter leurs grandes lignes budgétaires. Et oui, le rendez-vous traditionnel de cette rentrée au Parlement. Et la tradition veut même que les ministres arrivent avec des cadeaux de leur territoire à offrir aux sénateurs. Alors apparemment, Gérald Darmanin devrait arriver avec des chocolats de Tourcoing avant de passer aux choses sérieuses. Alors comment va se dérouler cette audition? Tout d'abord, les ministres vont présenter leurs estimations de croissance pour l'année 2019. Des prévisions revues à la baisse. On sait que la croissance est estimée par le gouvernement à 1,6% pour l'année 2019. Et puis, ils vont devoir expliquer pourquoi le déficit de la France va augmenter l'année prochaine pour arriver à 2,8% de la richesse nationale. Et après cette présentation un peu générale, ils vont présenter un peu ligne par ligne les recettes et les dépenses de ce budget avant de répondre aux questions des sénateurs qui, en général, dans ce genre de rendez-vous, sont nombreuses. Oui, Alexandre, c'est le début, ces auditions, d'une longue séquence budgétaire au Sénat cette semaine. Et oui, car dès demain, Didier Migaud, le président du Haut Conseil des finances publiques, va donner son avis sur ce budget. Alors on sait que cet avis est d'ores et déjà plutôt positif. Et puis, à partir du mois d'octobre, chaque ministre va présenter le budget de son ministère aux commissions de sénateurs concernés. Et après toutes ces auditions, les sénateurs vont plancher et examiner ce projet de loi de finances. Ils vont commencer en novembre pour finir courant décembre. Donc vous voyez Delphine, nous en sommes qu'au premier kilomètre de ce marathon budgétaire. Merci à vous Alexandre pour toutes ces précisions et on vous retrouvera tout au long de cette émission. Alors ce budget marque-t-il la volonté de l'exécutif de prendre un virage social? Qui sont les gagnants et les perdants de ce projet de loi de finances? Quelle marge de manœuvre pour le gouvernement alors que la croissance peine à atteindre les 1,7? C'est le débat de Sénat 360. Et sur ce plateau, pour en débattre, Vincent Delahaye, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Union centriste de l'Essonne. Également avec nous, Pierre Ouzoulias, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur des Hauts-de-Seine, sénateur communiste. Et puis Albéric de Montgolfier est également avec nous. Bonjour. Vous êtes le rapporteur général de la Commission des Finances, sénateur LR d'Eure-et-Loire. Première question pour vous, puisqu'avec 6 milliards d'euros de baisse d'impôts annoncés, c'est, à rappeler, Gérald Darmanin, la plus grande baisse d'impôts pour les ménages depuis 2008. Comment qualifier
ce budget? Ce budget, je le qualifierais de décevant, puisqu'on avait annoncé une grande ambition réformatrice. Le résultat, c'est que le déficit repart à la hausse. C'est la première fois depuis 2009. Quant aux grandes réformes qui nous étaient annoncées, il y en a peu et on a recours à des mesures assez classiques, des mesures de rabot. Notamment, on ne revalorise pas un certain nombre de prestations sociales. Quant au pouvoir d'achat, on va en parler, mais je crois qu'on doit refaire le compte sur les 6 milliards d'impôts, les retraités, le carburant. Il y a beaucoup d'autres mesures qui ne se traduisent pas vraiment en gain de pouvoir d'achat. Décevant, mais pas insincère, Albéric de Montgolfier. Contrairement à l'année dernière, vous aviez qualifié le budget du gouvernement d'insincère. L'année dernière, c'était un budget purement électoral, ce qui avait conduit le Sénat dans sa majorité à le refuser. Je crois qu'il y a un effort de sincérisation. Il n'y a pas de contestation de ce point de vue-là. En revanche, il y a des choix qui sont contestables. Et ce qui est plutôt contestable, c'est plutôt l'absence de choix réels sur les dépenses publiques. Il faut rappeler que beaucoup de pays ont des budgets en excédent. C'est plutôt le cas en Europe aujourd'hui. La France est le seul pays dans la zone euro qui continue à s'endetter. Pierre Ouzoulias, quel regard portez-vous sur ce deuxième projet de loi de finances du quinquennat Macron? Est-ce qu'il y a des évolutions qui vont dans le bon sens par rapport à l'année dernière? Le gouvernement est en très grande difficulté budgétaire, mais c'est une situation dont il est très largement responsable. Il a commencé l'an passé par un transfert massif de richesses des salariés et principalement des retraités, vous le disiez, vers le revenu du capital. Ça a provoqué une baisse de la consommation. Aujourd'hui, il est face à une situation où il y a d'une part de l'inflation, une baisse de la croissance qui est unique en Europe. La croissance française est l'une des plus basses d'Europe. Donc il essaye avec ça de faire 2-3 trucs. Moi je dirais que c'est surtout une insincérité en termes de communication, parce que c'est un budget d'austérité, qu'ils le disent. Voilà. Et nous allons commencer l'analyse budgétaire et chaque ministre va nous dire, comme l'an passé, que bien évidemment son budget sanctuarisé, qu'il n'y a pas de baisse, alors qu'on voit qu'il y a des baisses partout, et y compris sur des domaines qui sont essentiels. Éducation nationale, c'était le grand projet du président Macron. On voit il y a une baisse, diminution très importante des effectifs. Là, il y a une forme d'insincérité, oui. Vincent Delahaye, c'est un budget d'austérité. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Pas du tout. Vous savez, quand on augmente la dépense publique de 25 milliards sur une seule année, on ne peut pas parler d'austérité. On nous parle toujours de maîtrise de dépenses publiques. En fait, on ne la maîtrise pas, on continue à l'augmenter. L'année dernière, c'était 20 milliards de plus. Cette année, c'est 25 milliards de plus. Donc, moi, c'est des discours que je ne peux pas entendre. La sphère publique ne cesse de prendre de l'ampleur. Vous savez qu'en 1980, il y avait 3 900 000 fonctionnaires. Emploi public. Je parle d'emploi public. Et aujourd'hui, on est à 5 650 000. Donc, on n'arrête pas d'augmenter. En fait, on ne baisse jamais. Donc, il y a pourtant une cure d'amaigrissement pour vous savez depuis quand date le dernier budget en excédent en France? Donc, 1974. Donc ça fait déjà un bon moment. Donc on a aujourd'hui une situation financière qui est très mauvaise. L'État ne fait pas assez d'efforts. L'État devrait réduire ses dépenses. Il ne les réduit pas. Et du coup, on a exactement le même scénario finalement qu'au précédent quinquennat avec Hollande. On nous promettait en 5 ans le retour à l'équilibre et on nous disait les efforts, on les fera à la fin. Et là, l'an dernier, on nous a fait la même chose. Il y a un tour de vis quand même, Vincent Delahaye, sur certaines dépenses, on le rappelait. Il y a notamment des pensions de retraite, les allocations familiales, je suis d'accord, et je suis d'accord avec le courage du gouvernement sur ces points-là. Je dis qu'il y a un peu de courage, il y a beaucoup de sincérité par rapport au précédent gouvernement. C'est vrai qu'on nous annonce des chiffres qui sont quand même plus sincères. Maintenant, on n'est pas assez prudent. Pour moi, sur la croissance, on n'est pas assez prudent. On a une petite baisse de croissance et d'un seul coup, on a un déficit qui augmente. Et le déficit, il est quand même à quasiment 100 milliards. Cette année, il faut le dire aux gens, parce qu'on parle de 2,6, 2,8, les gens ne savent absolument pas ce que ça représente. Mais 100 milliards, c'est énorme. C'est plus de 20% de nos recettes. Donc il faut, nettement plus d'ailleurs, on est plutôt près de 25% des recettes. Donc 25% des recettes en déficit. Attendez, il y a un moment donné où c'est plus possible. Moi je pense qu'il faudrait vraiment être très rigoureux sur la dépense publique, beaucoup plus qu'on ne l'est aujourd'hui. Et depuis des années d'ailleurs, c'est pas simplement ce gouvernement-ci. Albéric de Montgolfier, on voit bien la volonté du gouvernement qui est aussi de donner des signes positifs au pouvoir d'achat des ménages. Ça a été rappelé avec cette baisse d'impôts. Ils seront quand même un petit peu gagnants dans ce projet de loi de finances, selon vous, les ménages?
Les ménages auront un certain nombre de mesures qui ont déjà été annoncées, je pense à la taxe d'habitation. Mais par ailleurs, ici, il faut tout à fait être honnête dans la présentation, il y aura ce que je signalais à l'instant, il y aura certains différés sur la baisse des cotisations sociales, les heures supplémentaires, c'est encore assez certain, la hausse du carburant. C'est annoncé la suppression des cotisations sur les heures supplémentaires. Initialement, je vous rappelle que ça ne devait pas être en septembre, ça va être beaucoup plus tôt. La hausse du carburant va toucher tous les salariés, donc il y a un certain nombre de choses. Les retraités, on a parlé avec la CSG, et la non-revalorisation des pensions de retraite. Si je prends un exemple très concret, pour parler de manière un peu compréhensible, une retraite de 1 400 €, c'est à peu près 250 € d'un côté avec la CSG et 400 € de non-revalorisation. Ça fait en tout 650 € par an sur une pension de retraite de 1 400 € par mois. Donc c'est quand même plus qu'important et ça touche un grand nombre de personnes. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre de prestations qui sont augmentées, je pense au minimum vieillesse, allocation adulte handicapé, mais quelques mesures ne cachent pas malheureusement l'absence de politique réelle. Et ce qu'il faudrait, c'est, comme le disait à l'instant Vincent Delahaye, une vraie ambition réformatrice qui manque totalement. Ouais, Pierre Ouzoulias, c'est un budget qui reste inégalitaire, on l'a dit. Moi, je réagis aux propos de mon collègue. Les chiffres en euros constants, ils parlent quand même pour le logement, qui était une grande priorité du président, c'est moins 9%. Pour l'agriculture et l'alimentation, là aussi, c'était une priorité gouvernementale, moins 11%. Et pour le travail et l'emploi, moins 15,8%. Je suis désolé, c'est de l'austérité. Ça s'appelle de l'austérité. C'est-à-dire que sur les priorités sociales du gouvernement, non seulement il y a des baisses extrêmement importantes, et comme vous l'avez dit, il y a une désindexation des prestations sociales qui va faire, avec l'augmentation de l'inflation qui est à 2,8%, qu'il va y avoir encore une perte d'achat pour les salariés et les retraités en 2019. Et ça, c'est catastrophique parce que ça atteint la croissance, c'est le moteur de la croissance. Oui. Justement, cette croissance, puisque le gouvernement, on l'a dit, doit composer avec une croissance plus faible que prévu, il y a quand même des événements extérieurs qui handicapent sévèrement le gouvernement, Vincent Delahaye. Ça pourrait encore l'handicaper encore plus dans les années à venir, parce que quand on voit la politique qui est menée aux États-Unis par Trump, qui est une politique finalement de repli sur soi, de barrières douanières que certains défendent en France pour l'Europe de demain, mais on va voir les conséquences sur le plan économique, parce que ça va réduire très sérieusement les échanges et donc forcément la croissance mondiale. Et comme on sait que nous, on est déjà à la traîne un peu par rapport à la croissance mondiale parce qu'on a une dépense publique qui est énorme en France. On a 57% de notre richesse qui est en dépenses publiques. Et c'est quelque chose que toutes les forces productives du pays traînent depuis très longtemps. Ce n'est pas lié à ce gouvernement-ci, je le redis. Ils sont là depuis 1 an et demi. C'est vrai qu'ils ont fait un certain nombre de choses de façon courageuse. Maintenant, sur le plan de la dépense publique, on attend quand même beaucoup plus. Et on n'a pas parlé tout à l'heure par rapport au pouvoir d'achat non plus des cotisations retraite complémentaires Agirc-Arrco qui vont augmenter en 2019 et donc qui vont aussi peser sur le pouvoir d'achat. Moi, je crois qu'il faut se concentrer quand même sur ce qui est notre problème numéro 1, c'est le chômage en France. C'est pas le pouvoir d'achat. Alors, pouvoir d'achat, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal, donc celles-là, il faut les aider, mais c'est pas d'une façon générale le pouvoir d'achat, c'est le chômage. Et il faut pouvoir remettre beaucoup de gens sur le marché du travail. C'est essentiel. Je sais que c'est aussi une préoccupation du gouvernement, mais je pense que le projet de budget qui nous est présenté là ne suffit pas à aller dans ce sens-là. Dans un contexte de ras-le-bol fiscal, c'est un sentiment aussi qui monte. Il faut en tenir compte, Albéric de Montgolfier. Oui, parce que la France a battu un triste record. Nous sommes maintenant en Europe les numéro 1 devant les pays comme la Finlande. Nous sommes les numéro 1 en termes de prélèvements obligatoires. Et quand on regarde, le taux de prélèvements obligatoires reste extrêmement élevé en France. Nous sommes également, en termes de dépenses publiques, par habitant, numéro 1 maintenant devant des pays comme le Danemark. Et c'est vrai, Vincent Delahaye le disait, avec une croissance qui est peut-être qui est déjà faible, peut-être même un peu qui manque un peu de prudence. Il y a beaucoup de facteurs d'incertitude aujourd'hui qui pourraient se traduire par des moindres recettes fiscales. Je pense bien sûr à ce qui a été cité, à la politique américaine, mais également au Brexit, au risque pétrolier, vous voyez, au risque également... Il y a un rétassement qui est observé, elle plafonne à 0,2 au premier... Il y a un tassement, mais il y a également, plus que jamais, des facteurs internationaux qu'on ne maîtrise pas à ce stade, qui pourrait engendrer de graves déconvenues. Ce qui peut se passer en termes de Brexit, ce qui peut se passer éventuellement en termes de
dette, sur les marchés financiers, ce qui peut arriver avec les effets de la politique commerciale avec les États-Unis. Donc finalement, il y a très peu de marge de manœuvre. Sur quel levier le gouvernement peut-il... L'année dernière était une année où il y avait un peu plus de croissance. Ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas profité de cette période pour engager les réformes de structure qui auraient été nécessaires et qui auraient permis de faire comme l'autre pays l'ont fait, de retrouver les chemins un peu de la croissance. Voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un budget qui, par des mesures de bricolage, essaie d'afficher plus ou moins le déficit contenu, mais dans la réalité, on est très 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 loin de ce qu'il faudrait faire. Pierre Ouzoulias, Vincent Delahaye parlait du problème effectivement du chômage. Alors là, on sait qu'il y a pas mal d'annonces sur les entreprises avec une nouvelle baisse de l'impôt sur les sociétés, la transformation du CICE en baisse de charge. Ça va faire comme réduction pour les entreprises 18,8 milliards d'euros. Ça, presque 20 milliards. Oui, mais cette politique de l'offre, c'est celle qui a déjà été appliquée pour la première année de ce quinquennat. C'est un échec. Il y a d'autres solutions. Prenez l'exemple du Portugal, qui a pris exactement des mesures inverses. Renforcement du SMIC, augmentation des services publics, lancement de projets publics. Oui. Et aujourd'hui, ça marche. Pour quel résultat, oui? Ils ont une meilleure croissance que nous, ils ont réduit leur endettement. Il y a d'autres solutions. La politique de l'offre, c'est celle qui était poursuivie par le gouvernement Hollande, avec la participation de Macron quand il était ministre de l'économie et des finances. Elle est poursuivie aussi. Aujourd'hui, c'est un échec. On le voit bien, parce que ça bride la consommation. Et que dans une économie, si vous bridez la consommation, tout le reste ne peut pas suivre. C'est tout. C'est la base. C'est la base. Il faut revenir à ça. Vincent Delahaye, vous, pour ce qui est des entreprises, c'est plutôt une bonne chose, ce qui a été annoncé ce matin? Moi, je pense que c'est une bonne chose d'aider les entreprises à avoir moins de charges et à pouvoir avancer un peu plus vite et à embaucher. Le chômage recule quand même, il faut quand même le dire, même si c'est présenté comme un échec. Depuis plusieurs mois maintenant, le chômage recule, peut-être pas assez vite. On pourrait sans doute aller plus vite, mais il faut constater quand même des éléments positifs. Il ne faut pas non plus qu'être à charge. Je le dis pour M. Ouzoulias, mais voilà. On a une dépense publique qui fait qu'on a forcément des prélèvements très lourds qui pèsent depuis très longtemps, et pas depuis récemment. Donc aller dans le sens de l'allègement, c'est vrai, il faut le faire. On aurait dû le faire plus rapidement, on devrait le faire de façon plus forte. Je regrette que ça ne soit pas fait, qu'on dise on le fera en fin de quinquennat. Mais en fin de quinquennat, on sait très bien que ça ne sera pas fait. Parce qu'on sera juste avant les élections et qu'il faudra plutôt lâcher un peu du lest. Donc si on ne fait pas les économies tout de suite, on ne les fera jamais. Et on ne peut pas continuer à vivre comme on vit aujourd'hui. Alors, on se plaint souvent des marchés financiers. Ils nous ont énormément aidé ces dernières années avec des taux très bas. Donc on avait l'impression que notre dette abyssale ne nous coûtait pas très cher. Mais si demain ça change, vous allez voir, ça va être une catastrophe. Une catastrophe parce qu'on a des finances qui ne sont absolument pas saines. On est parmi les pays européens, alors on veut montrer l'exemple, soi-disant, sur beaucoup de sujets, mais alors sur le plan financier, on ne montre absolument pas l'exemple. On montre l'exemple des derniers de la classe, qui est surtout pas l'exemple à suivre. Et donc, j'espérais, moi, avec le gouvernement et la présence d'Emmanuel Macron... On reste dans les clous, malgré tout, Vincent Delahaye, des 3% fixés par Bruxelles. Attendez, les 3%... Bruno Le Maire promet... Moi, ça ne me parle pas. Les 3%, ça ne me parle pas. Moi, je dis il y a 100 milliards de déficit aujourd'hui. Parce que 3%, vous dites à la personne de la rue, 3%, il dit oh, ben, ça va, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est le discours que peuvent tenir les communistes en disant vous savez, ce n'est pas un souci, le déficit. 3% de déficit, c'est rien. Mais en fait, c'est énorme. C'est énorme et l'État ne fait pas les efforts qu'ont fait les collectivités locales, qu'a fait la sécurité sociale aussi, qui va devenir en excédent. Donc il y a des efforts qui ont été portés sur la sécurité sociale, sur les collectivités, et on ne sent pas du tout cet effort au niveau de l'État. C'est ça qui me gêne. Vincent Delahaye, pardon. Dans la zone euro, la moyenne, ça sera plus 0,2 cette année. Donc on est vraiment le mauvais élève de la classe. Et le seul pays qui continue à s'endetter. Avant de continuer d'analyser les enjeux de ce projet de loi de finances avec vous, messieurs, on va retourner à la salle des conférences puisque votre collègue, le vice-président du Sénat, le sénateur LR Philippe Dallier, est au micro de Thème Nuit. On l'écoute. Oui, Philippe Dallier, votre commentaire sur ce budget 2019, Vincent Delahaye juge en plateau qu'il n'y a pas assez d'efforts de la part de l'État, notamment. Écoutez, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le gouvernement, à un an d'intervalle, va se contredire, puisqu'on avait annoncé à Bruxelles un effort sur la réduction des dépenses structurelles, un effort de 0,6%. En fait, il ne sera que de 0,3%. Bon, on le sait, la conjoncture est moins bonne, la croissance ne sera pas au rendez-vous de ce qui avait été espéré à la fin de l'année dernière, donc il y a des conséquences. Il aurait fallu 1,7%, Alors, 1,7% croissance prévue l'année prochaine.
considère que le chiffre est raisonnable. Ceci étant dit, on était fin 2017 sur une croissance à plus de 2%, et c'est ce qui avait été imaginé à cette époque-là par le gouvernement. Donc la croissance n'est pas au rendez-vous. Il faudrait se poser la question de savoir pourquoi. Les décisions prises pour l'année 2018 y ont certainement contribué, et donc le gouvernement, on en voit les conséquences dans ce budget. Et puis on peut souligner que le gouvernement remet toujours à plus tard les véritables réformes de l'État, les réformes structurelles qui permettraient de donner de véritables économies. C'est une politique de coup de rabot dans le prolongement de ce qui a été fait auparavant ces dernières années pour vous ? Écoutez, il y a encore de très beaux coups de rabot, si je puis dire, dans ce PLF 2019. Je vais vous parler des aides personnelles au logement, où on enlève encore 900 millions d'euros. On ne les revalorisera pas à hauteur de l'inflation. C'est vrai aussi pour les retraités. Et puis, il y a des choses qui sont absolument incohérentes entre le discours d'un côté et la réalité de l'autre. En matière de logement, toujours, prenez effectivement tout ce qui concerne la transition énergétique. On va diviser par 2 le montant du crédit d'impôt pour la transition énergétique. 1,7 milliard l'année dernière, on le ramène à 800 millions cette année. Pour le financement de l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, les sommes sont les mêmes, mais on affiche un objectif de 75 000 logements rénovés alors qu'on n'en faisait que 52 000 avec la même somme. Donc d'un côté, il y a de grands objectifs affichés et de l'autre, ça ne se traduit pas dans le concret. Donc voilà, il y a des incohérences, mais ça a été un peu la même question sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, le gouvernement joue avec les chiffres, joue avec les mots. Pour vous, lorsqu'il annonce un budget qui est là pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, lorsqu'il annonce 6 milliards d'euros, eh bien, ce n'est pas la vérité ? C'est pas que c'est pas la vérité, c'est qu'il y a des annonces qui sont recyclées. Il y a des choses qui avaient déjà été annoncées, qui sont à nouveau annoncées. On annonce plusieurs fois les plus et on annonce plusieurs fois les mêmes choses. Mais par exemple, la baisse des APL de 900 millions, là, ça va imputer le pouvoir d'achat, notamment des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Donc, on peut pas considérer que c'est une bonne nouvelle. On va aller taxer les contrats d'assurance pour ceux qui vont emprunter pour acheter leur logement, alors que cette taxe n'existait pas. Et elle va rapporter peut-être une centaine de millions en 2019, mais elle rapportera jusqu'à 4 à 500 millions dans 2 ou 3 ans d'ici. Donc il y a des choses qui ne sont pas dites et qui donneront leurs effets négativement pour le pouvoir d'achat dans les années qui viennent. Un mot sur les gagnants tout de même, toujours les entreprises avec de nouvelles baisses du taux de l'impôt sur les sociétés, la transformation du CICE en allègement de charges, ça ce ne sont pas des bonnes choses ? Ça ce sont effectivement de bonnes choses. D'ailleurs la transformation du CICE en baisse de charges coûte effectivement très cher cette année puisqu'on a une double année, oui. Ça coûte près de 20 milliards d'euros, donc ça impacte le budget 2019. Ça sera plus positif pour l'année prochaine. Ce qui est embêtant pour le gouvernement et pour les Français, c'est le manque de lisibilité de cette politique. Et je crois que le gouvernement l'a senti, parce qu'on a un effort en matière de communication assez impressionnant. On parle de pouvoir d'achat, alors que les Français, en général, ont plutôt le sentiment que leur pouvoir d'achat baisse ou est rogné. Donc il y a un vrai problème de communication, en plus de lisibilité de sa politique. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Dallier, pour votre réaction à ce budget 2019. Merci à vous, Tim. Mais on va continuer les réactions puisqu'Alexandre Poussin, vous êtes devant la salle de la Commission des Finances du Sénat. Je rappelle que les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin vont être auditionnés d'ici une demi-heure et vous êtes aux côtés d'Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord. Oui, Éric Bocquet, alors le grand mot d'ordre du gouvernement, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que ça va être le cas réellement avec ce budget ? Écoutez, il faut laisser la mouche de la communication retomber, parce que depuis ce matin, effectivement, on fait assaut de communication sur cet aspect, les 6 milliards rendus aux Français, effectivement. Donc l'annonce est séduisante, mais quand on regarde de près les choses, les mesures une par une, je pense au gel de l'augmentation des retraites, 0,3% avec une inflation annoncée à plus de 2%, le gel du point d'indice des fonctionnaires, là non plus, il n'y aura pas de gain de pouvoir d'achat, la hausse des prix du carburant et du tabac, qui va se répercuter sur l'ensemble et des conducteurs et des fumeurs. Voilà. Tout cela n'annonce pas de hausse du pouvoir d'achat, c'est évident. Et puis, on voit bien que le CICE qui va être transformé en baisse des cotisations sociales, c'est encore un coût de 20 milliards pour le budget de la nation. Donc je pense qu'on est encore une fois très très loin du compte. Alors ce budget prévoit la suppression de 4 500 postes de fonctionnaires d'État, dont 2 000 à la Direction générale des finances publiques. Est-ce que pour vous, c'est nécessaire de faire cette réforme de l'État ? Absolument pas, c'est tout à fait contre-productif. La majorité vient de faire voter à l'Assemblée nationale une loi visant à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, loi très insuffisante, que nous n'avons pas votée d'ailleurs à l'Assemblée, par rapport aux insuffisances sur la liste des paradis fiscaux notamment, le plaidé coupable, etc. et autant de mesures que nous désapprouvions. Et puis, on va diminuer donc les moyens du contrôle. Ça fait 30 000 emplois qui ont disparu à la DGFiP depuis 10 ans. D'autres sont annoncés. Franchement, on affaiblit l'outil de lutte contre l'évasion fiscale. C'est pas une bonne nouvelle. Merci Éric Bocquet d'avoir répondu à la question.
Merci à vous Alexandre pour cette réaction en direct. Beaucoup de critiques on entend à la fois de la part de vos collègues, ici aussi sur ce plateau. Pourtant, je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement. Il a rappelé que ces 6 milliards d'euros de baisse pour les ménages d'impôts, c'était une baisse historique. On l'écoute. Les ménages bénéficieront en 2019 d'une baisse historique des prélèvements obligatoires de 6 milliards d'euros. Avec ce budget, nous tenons nos engagements européens et nous nous donnons les moyens d'être au rendez-vous des grands objectifs qui avaient été fixés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics l'an dernier. C'est la règle, vous savez, du 5-3-1. 5 points de PIB de dette publique en moins à la fin du quinquennat, 3 points de dépenses publiques en moins et 1 point de prélèvement obligatoire en moins d'ici 2022. Pour le point de prélèvement obligatoire, l'objectif est atteint dès 2019. Albéric de Montgolfier, pourquoi le compte n'y est pas selon vous ? Parce que, ça a été dit, on recycle un certain nombre de mesures qui ont déjà été votées l'année dernière. Cette année, on a enlevé 2 milliards, on les remet cette année. Donc, évidemment, quand on regarde, la réalité, c'est qu'au final, c'est assez neutre en termes de pouvoir d'achat. Donc, il faudrait refaire le compte exact. Mais vous avez un certain nombre de mesures sur lesquelles le gouvernement assiste très habilement. Il y a une communication, en effet, assez forte là-dessus. On oublie les autres mesures dont on a parlé à l'instant, la non-revalorisation des prestations, la hausse du carburant, etc., etc. Donc, si on refait le compte réel, il n'y a évidemment pas 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat pour les Français en plus cette année. Oui, on le rappelait, allez-y. En fait, excusez-moi, mais le porte-parole du gouvernement parle bien de réduction d'impôts et de diminution d'impôts de 6 milliards. Il ne parle pas de pouvoir d'achat. Donc, si on ramène ça au pouvoir, parce qu'on confond un peu les deux, mais effectivement, il y a des propositions de réduction d'impôts, mais en même temps, il y a des hausses de cotisations où il y a des moindres revalorisations d'un certain nombre de prestations. Et forcément, si on fait le cumul de tout ça, on n'est pas aux chiffres. Et d'ailleurs, l'OFCE l'a dit, c'est pas un think tank de droite ni du centre, mais ils ont dit que c'était plutôt 3 milliards, 3,5 milliards, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut avoir ça en tête pour la communication, parce qu'effectivement, le gouvernement communique sur la baisse des impôts, et nous, on communique plutôt par rapport à ce que les gens, globalement, vont avoir à payer, d'ailleurs, parce que catégorie par catégorie, c'est pas le même sort, d'ailleurs, parce que tout le monde ne paye pas des cotisations retraite complémentaires, tout le monde ne touche pas des indemnités, bon voilà. Oui. Pierre Ouzoulias, on disait les ministres vont être auditionnés par la Commission des finances. Que va faire le Sénat? Quelles vont être vos questions? Mais moi, j'aimerais vous dire là, puisque ça fait 1 an que j'ai été élu, que j'ai eu grand plaisir à voir que le groupe communiste et écologique au Sénat était l'un des plus actifs, si ce n'est le plus actif. Donc on va être extrêmement actifs. Et l'objectif, le budget il sera adopté, et puis j'ai compris que vous étiez finalement sur le fond d'accord avec ce budget. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de demander au gouvernement d'assumer sa politique. Le gouvernement nous a dit, et nous partageons son analyse, que les services publics étaient dans un état calamiteux. Et je pense notamment au cas du département de la Seine-Saint-Denis, le sénateur Dallier en parlait. On sait qu'il faut rajouter énormément de moyens dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les universités, partout. Donc on va lui demander d'assumer ses responsabilités, nous expliquer pourquoi il va encore diminuer dans ces secteurs, alors que là, il y a une demande sociale forte qui doit être entendue. Donc là-dessus, nous serons très actifs. Albéric de Montgolfier, la majorité sénatoriale va-t-elle proposer un contre-budget comme cela avait été fait contre-budget, vous savez l'année dernière? Dans les textes, notamment la LOLF, l'article 40 de la Constitution, il est juridiquement, malheureusement, impossible de proposer un contre-budget en tant que tel. En revanche, nous pouvons proposer des choses très concrètes, comme nous l'avons fait l'année dernière, à la fois sur le plan fiscal, sur le plan de la dépense. Et l'année dernière, nous avions finalement abouti à un certain nombre de propositions très concrètes qui, bien sûr, contenaient le déficit et redonnaient du pouvoir d'achat aux entreprises et aux ménages. Je pense au quotient familial, parce que les familles sont parfois les grandes oubliées de la politique, malheureusement. Aux entreprises, ce que nous avions voté à travers la possibilité d'investir et le suramortissement. Et nous avions également proposé des économies. C'est ce que nous ferons cette année. Je pense que la majorité ira jusqu'au bout de l'examen de ce budget pour proposer des signes beaucoup plus visibles qu'un budget qui est finalement assez brouillon, du moins dans ce qu'on en aperçoit aujourd'hui. Vous attendez des garanties de la part des ministres lors de leur audition tout à l'heure? Nous aurons une première audition qui est finalement assez générale. Et ensuite, la Commission des finances va rentrer dans le détail, c'est-à-dire examiner chacune des missions, chacun des crédits des ministères. Il sera l'occasion de rentrer dans le détail. Et puis, bien sûr, nous serons amenés,
en séance publique à travers le PLF ou le PLFR, à pouvoir donner les grandes lignes de la majorité sénatoriale, de rentrer dans le détail sur chaque mesure. Vincent Delahaye, qu'attendez-vous de cette audition? C'est vrai que ça a été rappelé, c'est surtout une présentation des annonces de ce matin, des précisions sur certains domaines, c'est ce que vous attendez? Vous savez, on a l'habitude de ces auditions en commission des finances et c'est vrai que on apprend rarement beaucoup de choses. Sachant qu'on a eu ce matin une communication des documents qu'on a essayé de lire rapidement et puis le budget, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Donc on nous donne des grandes lignes, comme vient de le faire le porte-parole du gouvernement, avec des promesses de baisse des prélèvements obligatoires en 2019. Alors il dit que ça va baisser en 2019, mais on n'en sait rien en fait. Parce qu'en 2017, on nous avait dit la même chose et ça a augmenté en fait. Donc on va voir en 2018 ce que ça fait. Avant de dire ça va se faire comme ça, soyons prudents. Et je pense qu'il faut toujours être prudent. Alors ce qui est de la sphère publique depuis des années ne prend de l'ampleur. On va encore prendre 25 milliards cette année de dépenses nouvelles publiques. On n'a jamais dépensé autant sur le public. C'est pour Monsieur Ouzoulias que je dis ça. On est passé de 3,9 millions d'emplois publics en 1980 à aujourd'hui 5 650 000. Et vous pensez que le service public est nettement meilleur aujourd'hui qu'en 1980 ? Vous avez le sentiment que les Français pensent cela ? Donc moi je crois qu'il y a un problème de gestion. D'abord, de rigueur aussi dans la gestion, et que ça fait des années que les Français ne sont pas des spécialistes en la matière. Donc il faudrait qu'on change complètement le paradigme, l'approche du budget et l'approche de la gestion de l'argent public qui doit être gérée de façon beaucoup plus rigoureuse, et on doit aller vers une baisse de la dépense publique, ce qui ne veut pas dire moins d'efficacité dans les services. Il y a quand même des efforts qui vont être demandés aux chambres de commerce et d'industrie, au secteur audiovisuel, l'administration fiscale, ça a été rappelé au micro d'Alexandre Poussard à l'instant. Au secteur audiovisuel, vous savez quels sont les efforts qui vont être demandés par rapport à l'ensemble des budgets qui sont consacrés ? Vous savez combien on a de chaînes publiques en France ? On a quand même va pas assez loin, c'est ce que vous dites ? Non mais attendez, si on veut réformer, il faut arrêter de créer des nouvelles chaînes, ce qu'on a fait ces dernières années, d'avoir une chaîne d'information en continu, on peut se poser la question. Donc il faut se poser beaucoup de questions. Et on nous a annoncé en tout cas une volonté de réformer l'État. Il y a un rapport qui est sorti sur une politique à l'horizon 2022. On n'en voit pour l'instant pas le début de l'application, ou sur certains petits domaines, mais vraiment ça reste très limité, beaucoup trop limité par rapport aux soucis qu'on a. Et je le disais tout à l'heure, le jour où les marchés financiers vont se retourner, alors là on va entendre parler des marchés financiers, on va nous dire ils nous étranglent. Mais on n'est pas comme au Japon. Au Japon, c'est les Japonais qui détiennent la dette publique. En France, c'est les étrangers qui détiennent notre dette. Donc on est à la merci des étrangers, des marchés financiers à un moment donné qui, lorsqu'ils vont plus du tout avoir confiance en nous, vont se retourner et là on sera dans une très 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 mauvaise situation. Ça vous fait réagir, Pierre Ouzoulias ? Et vous voyez que le débat gauche-droite, il existe encore. C'est l'intérêt du débat. Voilà, il existe encore. Il est vif, et notamment sur les services publics. Et j'ai compris que vous étiez dans le même camp avec le président de la République. Moi, je vais juste vous prendre un exemple. Et ça sera un amendement que je porterai lors de la discussion budgétaire. Aujourd'hui, il existe le crédit impôt recherche. C'est 6,5 milliards. Ça pèse sur le budget de la recherche et de l'enseignement supérieur. Le gouvernement ça aide. Ça pèse. Laissez-moi finir. Le gouvernement est incapable de nous dire si vraiment ça aide la recherche publique. Il semble que ça ne soit pas le cas, puisque depuis 10 ans, le nombre de chercheurs et de thésards diminue. Voilà. Moi, je vais faire une proposition par un amendement. Je vais supprimer le CIR, 6,5 milliards, et transférer ça sur les universités, parce que là, on sait qu'il manque 1 milliard par an. Et je vous rappelle que, certes, le budget de l'enseignement supérieur, il est à l'équilibre, 0% d'augmentation, mais il y a 60 000 bacheliers supplémentaires. Donc, vous raisonnez comme si le pays n'augmentait pas, n'avait pas une population qui augmente, et puis surtout n'avait pas des besoins en connaissance. Vous pourriez soutenir cet amendement, Albéric de Montgolfier ? On a eu, la Commission des finances a fait un travail extrêmement approfondi sur le CIR. C'est un des dispositifs qui fait qu'il y a encore de la recherche en France. Je prends un exemple. Nous sommes allés à Toulouse, voir Airbus. Vous savez, Airbus est une entreprise européenne. Vous avez des usines aussi bien au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, etc. Et pourquoi les centres de recherche se concentrent largement en France ? Grâce à ce dispositif du CIR. Alors, je dis, c'est sans doute toujours perfectible, mais c'est ce qui permet d'avoir encore des chercheurs, notamment d'entreprises, des entreprises qui recherchent en France. Autrement, il n'y aura rien de plus facile que de déplacer l'ingénierie.
Un centre de production, c'est pas forcément délocalisable. L'ingénierie, ça peut être dans d'autres pays. Alors chez moi, chers collègues, ils ont fermé leur centre de recherche. Et donc, en tous les cas, on l'a vu, il y a des exemples très concrets. Puis monsieur Ouzoulias, il parle de recherche publique. Alors, le crédit d'impôt recherche, si, tout à l'heure, vous avez dit recherche publique. En fait, le crédit d'impôt recherche, il bénéficie aux entreprises et principalement, bien sûr, à la recherche privée. Et il y a énormément d'entreprises qui en bénéficient et qui bénéficient. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a beaucoup de recherches qui sont localisées, qui est localisée en France, parce qu'on a cet avantage-là par rapport à beaucoup d'autres pays. Non, mais moi je vous dirais, je prends l'exemple d'Airbus, un très bon exemple. Airbus a décentralisé ses centres de recherche aujourd'hui en Roumanie, en Bulgarie, parce qu'il y a des frais salariaux très bas. Et le centre de recherche historique, celui fondé par Louis Berriot dans les Hauts-de-Seine à Suresnes, a fermé. C'est 150 ingénieurs, voilà. Ça, c'est le résultat du crédit impôt recherche. Ça permet à des grandes boîtes comme Airbus de défiscaliser un certain nombre de revenus. Que ça puisse aider les petites entreprises, certes, moi j'en suis tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui, le CIR est utilisé par les grands groupes pour tout à fait autre chose que de la recherche. Et le résultat est catastrophique parce que, je le dis encore une fois, le nombre de thésards en France baisse. C'est le seul pays où le nombre de thésards baisse. C'est donc quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors le débat s'annonce bien peut-être tendu sur cette question. Il y aura beaucoup effectivement d'enjeux, beaucoup de questions. Parlez-en aux start-up de supprimer le crédit impôt recherche. On va voir combien on va avoir de start-up en France. Eh bien merci Vincent Delahaye, merci Pierre Ouzoulias, merci Albéric de Montgolfier. Je vous laisse regagner la commission des finances où je rappelle, on attend Bruno Le Maire et Gérald Darmanin pour leur audition. Merci à tous les trois. On va continuer sur ce thème du projet de loi de finances avec vous, Tam Tranui, puisque vous êtes aux côtés du sénateur Les Indépendants, République et Territoire, Emmanuel Capus. Oui, Emmanuel Capus, votre commentaire sur cette volonté affichée du gouvernement de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que le budget 2019 est un budget de rééquilibrage ? C'est un budget en tous les cas qui correspond bien aux fondamentaux du président de la République, c'est-à-dire redonner de l'air aux entreprises, notamment avec la baisse de l'impôt sur les sociétés, avec la transformation du CICE en baisse pérenne des charges, avec aussi une relance de l'emploi à travers l'exonération des charges sociales sur les heures supplémentaires. Donc tout ça, effectivement, ce sont des mesures qui vont dans le bon sens et qui vont dans le sens de la relance de l'économie et vraiment les fondamentaux, je pense, du quinquennat, en tous les cas de la campagne d'Emmanuel Macron. Et ça, c'est plutôt des fondamentaux qui me satisfont. Mais ce qui change dans le message, cette fois-ci, il y a aussi cette volonté de redonner du pouvoir d'achat aux Français avec le gouvernement qui annonce 6 milliards d'euros redonnés aux Français. Alors on le dit, il y a une bataille de chiffres. L'OFCE juge qu'il n'y a que 3,5 milliards si on tient compte, par exemple, de la non-revalorisation des retraites. Il y a aussi un effet de communication. Alors là, on a eu les chiffres, nous, ce matin, comme vous, je pense, et donc pour analyser à fond le budget, c'est un peu court. Mais effectivement, il y a sans doute déjà des mesures qui étaient déjà annoncées, je pense, comme la suppression ou l'exonération de la taxe d'habitation, qui doivent être imputées dans ces 6 milliards. Après, incontestablement, il y a des mesures qui redonneront du pouvoir d'achat aux Français, ça c'est certain. À droite, on regrette beaucoup que le gouvernement ne redresse pas plus fermement la barre des dépenses publiques. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est une politique de coup de rabot et est-ce utile ? D'abord, je pense qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas dit, c'est ce budget, il se reconcentre sur le régalien. Augmentation du budget de la défense, augmentation du budget de la justice, augmentation du budget de la sécurité, ça me paraît aller dans le bon sens. Ça, c'est les bonnes priorités. En revanche, il y a effectivement un point faible, sans doute, c'est le traitement de la dépense publique, qui, à mon sens, et là je rejoins une partie de mes collègues, selon moi, ça ne va pas assez vite. Il faut qu'on baisse la dépense publique plus rapidement. Il faut qu'on diminue la dette également plus rapidement. Et il faut qu'on désendette le pays plus rapidement. Et pourquoi ça ne va pas aussi vite que cela le devrait pour vous ? C'est une question de courage politique aussi ? Alors, je ne sais pas. Alors, évidemment, la croissance a diminué. Donc, évidemment, ça rend plus difficile la tâche moins importante que ce qui était espéré. Donc là, il est dans une demi-heure, dans maintenant moins d'une demi-heure, Gérald Darmanin et M. Le Maire seront là pour être auditionnés par la Commission des finances. Ça fera partie effectivement des questions, si j'ai le temps de leur poser, que je leur poserai. C'est pourquoi on ne va pas plus vite et est-ce qu'on pourra atteindre les objectifs qui ont été fixés, c'est-à-dire 120 000 suppressions de postes dans la fonction publique d'ici la fin du quinquennat et une baisse de notre endettement tel qu'il a été annoncé. Et là, c'est vrai que ça paraît, en tous les cas, audacieux avec les chiffres qu'on nous annonce cette année.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Capus d'avoir répondu à mes questions. Effectivement, vous pourrez interroger les ministres sur ce sujet dans cette audition qui aura lieu d'ici une vingtaine de minutes maintenant. Merci à vous, Tam. Et le budget, il en a justement été question lors des journées parlementaires des socialistes ce week-end à Marseille. Cela faisait 3 ans que députés et sénateurs ne s'étaient pas réunis. C'est un reportage de Cécile Sixou. Il est où Jean-Pierre ? Ce matin-là, Samia Ghali a embarqué Jean-Pierre Sueur pour une visite de terrain. La sénatrice des Bouches-du-Rhône inaugure le festival de la caricature à Marseille et salue la présence de ses collègues sénateurs sur ces terres. Ils sont venus à Marseille, faire plancher, réfléchir. Et c'est important pour moi que les sénateurs, venant de Paris, loin des fois, viennent aussi se ressentir le territoire, sentir le terrain, parce que c'est la meilleure façon de le comprendre. Je trouve que c'est très bien d'avoir fait les journées parlementaires du groupe socialiste à Marseille. On a connu des hauts, des bas. Là, il y a eu un bas, mais on prépare la suite. De retour à l'hôtel, il retrouve la 50aine de sénateurs socialistes présents au séminaire et l'ambiance est studieuse. Déjà, la première chose, c'est que, cette espèce de moment de grâce, cet état de grâce sur lequel a semblé débuter la Macronie, est clairement derrière nous avec ce budget, très clairement. Au programme de l'après-midi, un atelier pour préparer un contre-budget à celui proposé par le gouvernement. On s'aperçoit que l'exécutif est en pleine crise, difficile même. Et le problème, c'est que cette crise doit nous inciter à être avec plus de propositions et avoir une volonté de se présenter en alternative. Être une alternative aussi sur les questions européennes en vue des élections qui se profilent en mai prochain. Mais là encore, tout reste à faire. Ça va être un débat européen et évidemment, en notre propre sein, il y a toujours des désaccords sur cette question qui méritent d'être approfondis. Donc c'est aussi l'occasion de se dire les choses. Un séminaire pour se dire les choses, clarifier la ligne politique, mais aussi rassembler. Après une année difficile où le groupe a perdu 3 de ses sénateurs, Patrick Kanner, le président du groupe, souhaite aussi ressouder ses troupes. Il y a des sensibilités dans le groupe socialiste et républicain du Sénat. Il y a des histoires différentes, des personnalités différentes. Et donc mon objectif est d'être au centre de cette union qui est parfois compliquée. Je dis à mon groupe, soyez fiers d'être socialistes, soyez fiers d'être social-démocrates, montrez que vous êtes une alternative crédible. Un groupe socialiste regonflé pour la rentrée parlementaire. Patrick Kanner compte renouer avec ces moments de retrouvailles qui l'année prochaine réuniront de nouveaux députés et sénateurs. Et puis Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Il est revenu sur l'enjeu électoral à venir pour les socialistes et les élections européennes. Écoutez. Moi, je ne lui dénie pas le fait qu'il soit européen. Je suis aussi pro-européen parce que je pense que c'est le niveau auquel, désormais, un certain nombre de décisions doivent être prises. On ne peut pas aujourd'hui se replier sur la nation, alors même que les grands défis sont par exemple le défi climatique ou le défi de l'intelligence artificielle. Comment pourrait-on entreprendre ces sujets au seul plan national ? Mais je suis pro-européen sans être libéral et sans accepter cette Europe de l'austérité, sans accepter cette Europe qui est l'Europe des inégalités. Et donc, ce clivage-là, c'est ça l'Europe d'Emmanuel Macron ? Mais Emmanuel sortant dans cette élection, enfin Emmanuel, c'est un lapsus révélateur. Emmanuel Macron est dans cette élection le sortant. C'est son Europe qui est aujourd'hui au pouvoir, celle de Juncker, celle de Verhofstadt. C'est le premier texte de la session extraordinaire qui s'ouvre demain et il ne va pas faire long feu. Le projet de loi agriculture et alimentation ne sera pas en effet discuté en deuxième lecture au Sénat. La commission des affaires économiques prévoit de poser une question préalable, une procédure qui, si elle est adoptée, met fin au débat. Le texte serait ainsi rejeté d'emblée après la discussion générale. Cécile Sixou. C'est un geste symbolique, une manière de taper du poing sur la table.
En rejetant d'emblée le projet de loi Egalim, les sénateurs veulent dénoncer l'attitude du gouvernement qui s'est invité dans l'examen de ce texte au moment de la commission mixte paritaire en juillet dernier. Normalement, cette commission a pour objectif de trouver un accord sur les points votés différemment entre Assemblée nationale et Sénat. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. La CMP a consisté à parler sur l'article 1 et singulièrement sur la création des indicateurs concernant les prix, qui était un article, une partie de l'article 1 qui avait été voté de la même façon à l'Assemblée nationale et au Sénat et sur lequel, normalement, nous n'aurions pas dû revenir puisque c'était le vote souverain et de l'Assemblée nationale et du Sénat. En d'autres termes, au lieu d'aborder les points sur lesquels il y avait des accords, le rapporteur du texte à l'Assemblée est revenu sur une disposition votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Pour les sénateurs, il était visiblement guidé par le gouvernement. Moi, j'ai vu un rapporteur qui, dans son propos liminaire, nous disait « le gouvernement ne veut pas ça, le gouvernement ne veut pas ça, le président ne veut pas ça ». Mais l'Assemblée me semble devoir être indépendante du gouvernement et du président de la République. Ce geste fort, c'est aussi une manière pour les sénateurs de se faire écouter et respecter à un moment où les relations ne sont pas au beau fixe entre le Sénat et l'exécutif avec l'affaire Benalla. Comment se débarrasser des déchets nucléaires? L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, l'ANDRA, a décidé de les stocker dans des galeries souterraines. C'est à Bure, dans la Meuse. Un projet unique en France, titanesque, estimé au total à 25 milliards d'euros, qui devrait voir le jour en 2030. La Commission du développement durable du Sénat s'est rendue sur place. Vous allez voir ce reportage d'Héloïse Grégoire. Rien ne laisse supposer qu'à 500 mètres sous terre, dans la Meuse, se trouve ce site unique en France, un centre d'enfouissement qui fait polémique. Un site qui devrait stocker d'ici 2030 nos déchets radioactifs, et cela pour l'éternité. Pour y accéder, une partie de la commission de l'aménagement du territoire du Sénat rentre à tour de rôle dans cet ascenseur pour 7 minutes de descente sous terre. On est à 490 mètres de profondeur, donc une fois et demie la hauteur de la tour Eiffel. On appuie secondes. Des fils qui sortent des murs, des milliers d'engins stockés partout. Dans ces couloirs, plusieurs alvéoles de tailles différentes apparaissent. C'est ici que seront stockés les colis radioactifs par des robots. Et au fond, vous voyez aussi des instruments de mesure qui regardent comment le trou se referme en fonction du temps. Pour ce sénateur écologiste, les enfouir est une manière de vouloir les cacher. On descend très bas, on vient les mettre sous terre et puis et on se dit dans 100 000 ans, on aura peut-être, d'ici 100 000 ans je dirais, on trouvera peut-être une solution. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur et en tout cas moi ça me pose vraiment la question sur la filière nucléaire et le fait qu'il faut vraiment arriver à s'en passer assez rapidement. Ces déchets resteront mortellement dangereux pendant près de 100 000 ans. Donc décider de les enfouir maintenant est un choix qui sera acté pour les générations futures, car aucun retour en arrière n'est possible. Pour les futures générations, il faut justement qu'on fasse les bons choix pour être certain, si tant est qu'on puisse l'être, ou en tout cas pour avoir le plus d'assurance possible que enfouir ici les déchets radioactifs, c'est la bonne solution. Et nous, politiques, sur la base des informations qui nous sont fournies ou qui nous seront fournies, de prendre les décisions. Mais pour pouvoir rendre les décisions, il faut avoir le plus d'éléments possible et aller sur place permet d'en avoir un certain nombre non négligeable. En 2019, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, en charge du laboratoire, prévoit de déposer sa demande d'autorisation avant une enquête publique. Il y a toujours des questionnements sur la sûreté, sur la réversibilité. Donc nous nous efforçons d'y répondre de la manière la plus précise possible. Nous tenons notamment dans les semaines passées et dans les semaines à venir un cycle de concertation qui s'inscrit dans ce qu'on appelle la concertation post-débat public. Un débat public est nécessaire car à l'extérieur, une contestation importante existe. Le gouvernement souhaite éviter à tout prix que Bure ne devienne le prochain Notre-Dame-des-Landes.
Et nos invités du face-à-face, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra Regol. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Face à vous, Maurice Mazières. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de la Société française de l'énergie nucléaire, ancien directeur du CEA, le commissariat de l'énergie atomique. Première question pour vous, Sandra Regol, puisque on a vu le ministre Sébastien Lecornu la semaine dernière annoncer une nouvelle concertation, une nouvelle consultation sur cette question de l'enfouissement des déchets nucléaires. C'est une décision raisonnable que vous saluez ? À chaque fois qu'on ne dit pas que ça va se faire de façon systématique, c'est une bonne solution parce que c'est très bien dit, enfin c'est très bien évoqué dans votre sujet, mais il manque juste un petit référentiel temps. Quand on parle de centaines de milliers d'années, quand on se dit que les gens à ce moment-là sauront encore qu'il y a des choses très très dangereuses sous terre, il faut penser aux pyramides. Ou très certainement que ces sociétés pensaient, les sociétés égyptiennes pensaient que les restes de leurs pharaons seraient reconnus pour ce qu'ils étaient. Et pourtant, aujourd'hui, eh bien, il y a encore plein d'archéologues qui travaillent pour essayer de comprendre ce qui a été fait. Imaginez qu'on fasse la même chose avec des déchets nucléaires qui seront encore radioactifs. Qu'est-ce qu'il adviendra des générations qui feront ça ? Maurice Mazières, vous êtes d'accord avec cette comparaison ? À une différence près, c'est que par rapport à la situation des Égyptiens et des pyramides, on a quelques moyens d'information et quelques moyens d'archivage qui sont quand même un peu plus performants que ce que faisaient les Égyptiens à l'époque des pyramides. Donc même si la question est légitime, on peut s'attendre à ce qu'on ait quand même des interrogations aujourd'hui autour de la sûreté de ce site, de ce projet CIGEO. Alors, l'ANDRA a présenté en 2017 ce qu'on appelle le dossier d'option de sûreté, qui est une étape préliminaire au dossier d'autorisation de création. Ce dossier d'option de sûreté a été analysé par le groupe permanent d'experts de l'autorité de sûreté nucléaire, qui a fait un certain nombre effectivement de remarques sur ce dossier et qui en particulier a soulevé, je dirais pour faire court, un sujet qui reste effectivement, pour lequel l'ANDRA doit encore travailler, c'est le sujet de la prise en compte du risque incendie. Puisqu'il est prévu de stocker dans le stockage de Bure ce qu'on appelle les déchets MAVL, moyenne activité vie longue, et une très grande partie de ces déchets sont ce qu'on appelle des déchets bitumés. Donc ce sont des déchets en fait dans lesquels on a utilisé le bitume pour enrober la partie. Ils sont inflammables, c'est ce que vous nous dites ? Alors, c'est tout le débat. C'est tout le débat parce que c'est du bitume. C'est pas du bitume qu'on a coulé hier. C'est du bitume qu'on a coulé il y a plusieurs dizaines d'années. Bon, le CEA en particulier a fait un certain nombre d'études pour montrer que ce bitume était totalement inactif. Néanmoins, et parce que la sûreté c'est un sujet sérieux qu'il faut examiner de fond en comble, il est tout à fait normal qu'on se pose la question du risque lié à ces fûts. Et l'ANDRA, si vous voulez, les données de sortie de ce débat d'experts, a conduit l'ASN à demander à l'ANDRA de continuer à travailler sur la prise en compte, l'autorité de sûreté nucléaire, à continuer à prendre en compte ce risque incendie. Et théoriquement, lorsque l'ANDRA déposera le dossier, la demande d'autorisation de création, sans doute en 2019, elle devra avoir apporté les compléments sur ce problème lié au risque incendie. Qui n'est pas un petit problème, puisque ça concerne quasi 20% des contenants, comme on veut les appeler, même un peu plus d'ailleurs, qui sont censés contenir tous ces déchets hautement nucléaires. C'est quand même inquiétant quand au moment où le projet est censé être lancé, au moment où l'État dit qu'on peut y aller sans souci, on nous apprend qu'en fait, il y a 20% des déchets qui seraient potentiellement inflammables. Or, le gros souci avec Bure, c'est que comme c'est enfoui très loin sous terre, il n'y a aucune possibilité d'intervenir rapidement pour préserver la population qui est autour, pour préserver les terres qui sont autour. Or, des sites d'enfouissement des déchets en profondeur, il y en a d'autres dans le monde. Et en fait, chacun a connu ces catastrophes, de façon parfois répétitive. C'est notamment le cas aux États-Unis, avec Hanford, avec le projet WIP, où il y a eu des effondrements, des populations évacuées sur des dizaines, des centaines de kilomètres à la ronde. Et en fait, on est en train de nous dire aujourd'hui, alors que ces projets sont relativement récents, que ces événements ont à peine un an, qu'il n'y aurait aucun souci. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes pour les paysans qui vivent sur ces terres. Maurice oui, Mazières. Juste une précision. En fait, il y a eu un incident majeur sur le WIP, effectivement, aux États-Unis, qui a conduit à la contamination comment dirais-je, d'une partie du site, bon, pour des déchets d'ailleurs qui étaient très mal, je dirais, conditionnés avant leur entreposage. Ailleurs, il y a des entreposages, des stockages profonds, comme par exemple en Finlande, à Onkalo, qui marchent très bien, qui n'ont pas connu d'incident, pas plus en Suède, pas plus. Il y a eu beaucoup de débats autour de cette question justement de la réversibilité. Là, quelle est l'option qui a été retenue ?
Ça, si vous voulez, c'est un point important, moi je trouve, parce que c'est un point qui a montré que on peut effectivement, sur un sujet aussi difficile, faire participer la population. Ce problème de la réversibilité, il est apparu crucial à la fin du débat public qui a eu lieu en 2013. Et donc, le président de la Commission nationale du débat public a pris une initiative que moi, personnellement, j'ai trouvé intéressante. Il a créé un comité citoyen de 17 personnes locales qui s'est réuni, qui a reçu les associations, alors bien entendu d'abord l'ANDRA, EDF, mais aussi les associations qui étaient contre le projet, en particulier sortir du nucléaire, mais d'autres. Et donc ce comité s'est réuni après et a fait un certain nombre de propositions pour impacter le dossier d'option de sûreté. Et l'ensemble de ces propositions a été pris en compte par l'ANDRA. Et en particulier, dans les propositions de ce comité citoyen, il y avait effectivement le problème de la réversibilité et ce comité citoyen a insisté pour que l'ANDRA inscrive, je dirais dans le dur, le sujet de la réversibilité. Et c'est ce qu'a fait l'ANDRA, puisqu'elle a proposé un certain nombre de modifications de telle façon qu'on puisse, si d'aventure il y avait des orientations nouvelles ou des découvertes nouvelles, on puisse assurer la réversibilité, c'est-à-dire d'abord une évolution du projet en fonction de ce qu'on allait trouver sur les déchets, mais également la récupérabilité de certains déchets si on voulait s'assurer justement qu'ils n'aient pas évolué, voire les reconditionner de façon différente. Ce n'est pas une garantie suffisante, j'imagine, pour vous, Sandrine Ringol. Non, puis surtout, on vous présentait ça, mais à juste titre, comme quelque chose de très positif. Moi, je trouve que c'est un progrès dans le débat public. Sauf qu'en fait, quand on installe une machine de mort sous les pieds des gens, là où ils habitent, c'est un peu la moindre des choses de leur demander leur avis. Enfin, la logique devrait être qu'on demande toujours l'avis aux gens quand on propose ne serait-ce que le fait d'envisager, d'installer ce genre d'installation sous eux, et pas juste une fois qu'il y a une mobilisation très forte des gens qui y vivent. Enfin, on a une tendance avec les projets nucléaires à toujours inverser les choses. C'est-à-dire qu'on prend comme fait acquis que le nucléaire est un devoir, quelque chose qui appartient à la France et que donc tout le monde devrait s'y soumettre. La logique, elle est très loin de ça. Aujourd'hui, le nucléaire, il coûte très très cher aux Français. Ça coûte 3,5 milliards par an aux concitoyens. Ça coûte 4 à 5 fois plus cher que les énergies renouvelables. Et on nous dit qu'il faut continuer. Et là où la France a renoncé l'an dernier, par la voix de Nicolas Hulot, à ses engagements sur la diminution de la part du nucléaire dans le mix énergétique, eh bien on a des projets comme Bure qui ne servent qu'à une chose, c'est continuer à reculer sur nos engagements. Et donc à dépendre de pays où on va extraire les matières nécessaires. Et donc à garder la France sous la pression, sous le besoin de l'accès à ces ressources et donc dans une situation géopolitique quand même liée uniquement à nos besoins, à cette matière. C'est vraiment dangereux à tous les niveaux, économiques, politiques et environnementaux. On se demande bien pourquoi est-ce qu'on continue. Maurice Mazières. Oui, enfin, je conteste totalement les chiffres qui ont été donnés sur le coût du nucléaire. Et aujourd'hui, le coût du nucléaire, c'est pas compliqué à la production. C'est ce que vous avez, sur votre feuille de EDF. C'est 50. On comprend dans le coût de tout à fait. Mais attendez, aujourd'hui, c'est 50 mégawatts. C'est 50 euros par mégawattheure. Non, c'est entre 50 et 180. C'est 50 euros du mégawattheure que vous payez aujourd'hui sur votre facture EDF. Sursubventionné. Là où justement le renouvelable est entre 30 et 45. Attendez, dites-moi, quelle subvention? Parce que justement, le nucléaire est sous perfusion de la France depuis tellement d'années. Attendez, quelle subvention? Mais tout. Mais qui verse des subventions à qui? Est-ce que vous prenez aussi en compte les coûts de démantèlement, les coûts d'enfouissement? Attendez, moi je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes de 2012 qui a expertisé, qui a dit qu'en prenant en compte les coûts de démantèlement et en prenant même en compte des coûts de démantèlement qui pouvaient être augmentés, la moindre centrale et en prenant en compte les coûts justement du projet de 35 milliards pour CIGEO, elle arrivait à un coût du mégawattheure entre 55 et 65 euros par mégawattheure. Mais oui, mais c'est parce qu'ils ont tenu compte du fait que les coûts de démantèlement... On passe d'à peine 50 à 65 déjà. Juste une petite remarque, on est quand même très très loin des 150 euros du mégawattheure pour lesquels on va payer l'éolien offshore. Sandra Ringol, pour qu'on avance dans ce débat, qu'attendez-vous du nouveau ministre de la Transition écologique, François de Rugy, sur ce site de Bure? Est-ce qu'il faut aussi, comme je le rappelais, relancer la concertation, la consultation? On sait que ce projet dure depuis des années.
Et on attend de lui qu'il ait le courage de dire que ce projet est dangereux, que c'est la pire solution que d'enfouir en profondeur et qu'il évalue tous les autres projets qui ont été soumis. S'il y a des opposants, ils n'opposent pas juste un non, ils opposent aussi d'autres solutions. Et quelles sont les alternatives aujourd'hui? Comment on fait pour stocker nos déchets radioactifs? L'enfouissement en moyenne surface pour que justement ça reste accessible et qu'en cas de souci, parce qu'il y a toujours un souci possible. Vous voyez, Fukushima, on nous disait que rien n'était possible et finalement, ce n'est pas le séisme qui a eu raison de la centrale, mais c'est le tsunami qui a suivi. Quand il y a eu Hanford, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. Quand il y avait le WIP, on nous a dit qu'il n'y avait plus de souci. Quand on a enfoui des déchets dans des mines salines en Allemagne, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et pourtant, il y a eu des soucis. Alors certes, on trouve toujours des exceptions pour dire que ça va. On a vraiment besoin de ce site de Bure aujourd'hui, Maurice Mazières? Bien sûr. Oui, pourquoi? Moi, je ne connais pas d'industrie. Bon, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs industries, je dirais à risque, l'industrie chimique en particulier, l'industrie nucléaire. Je ne connais pas d'industrie qui s'occupe aussi bien de ces déchets que l'industrie nucléaire. Tous les types de déchets. Oui, mais c'est tout à fait normal, vous avez raison. Mais tous les déchets, que ce soit les déchets d'exploitation, les déchets de démantèlement, les déchets de laboratoire, les déchets de la médecine nucléaire aussi, et bien entendu les déchets du retraitement, aujourd'hui sont pris en compte. Je dirais, ils sont conditionnés. Ils sont entreposés dans des conditions satisfaisantes. Et aujourd'hui, on a des filières. Donc on pourrait s'arrêter là, Maurice Mazières. Non, parce qu'on n'a pas justement. Il nous manque le dernier point, c'est le déchet de haute activité. Et c'est pour ça, effectivement, qu'on fait le site de Bure, comme encore une fois l'ont fait les Finlandais, comme vont le faire les Suédois, comme s'y intéressent les Canadiens, les Australiens qui viennent de déterminer un site dans lequel ils vont faire leur stockage provins. Les Suisses sont en train de chercher, les Belges s'y intéressent. Donc ce n'est pas une aventure franco-française. C'est quelque chose qui aujourd'hui intéresse beaucoup de gens. C'est un sujet qui a été reconnu par l'AIEA comme une solution pérenne. Et donc il n'y a pas de raison que la France ne continue pas. Et elle a beaucoup travaillé. Avec la décision du gouvernement justement de retarder peut-être par une nouvelle concertation l'avancée la concertation, elle aura forcément lieu au moment du décret de la demande d'autorisation de création, puisque la demande d'autorisation de création doit déboucher sur un décret. Et entre les deux, donc, il est prévu effectivement une enquête publique et un débat public. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait le débat public à ce moment-là, oui. C'est de la prudence, Sandra C'est Rogol. quand même fantastique parce qu'encore une fois, on est dans un renversement des valeurs. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui est extrêmement dangereux, qu'on ne sait pas traiter. Donc on met sous le tapis pour attendre qu'il soit un petit peu moins dangereux dans quelques centaines de milliers d'années. Et donc on nous dit, en fait, le problème, c'est pas d'arrêter d'en produire. Non, le problème, c'est de gérer ce qui existe et puis d'en produire encore plus. Est-ce que vous concevez à quel point ce système et cette proposition qui consiste à dire on va fournir toujours plus de déchets hautement radioactifs qui peuvent tuer des centaines de milliers de personnes s'il y a la moindre fuite, s'il y a le moindre incendie, s'il y a quoi que ce soit, et vous êtes en train de nous expliquer très calmement on produit du poison qui va tuer potentiellement plein de gens et en fait il faut juste trouver des solutions pour mettre sous le tapis les déchets dont on ne sait pas quoi faire. La vraie solution c'est d'arrêter d'en produire, non? Ce fameux débat citoyen, il a dit quelque chose de très important. C'était d'ailleurs la première phrase des recommandations de ce comité citoyen. Il a dit « Il n'est pas normal que nous laissions pour les générations futures le problème des déchets sur les bras de ces générations. Donc il faut s'en occuper aujourd'hui. » Et ils ont effectivement dit que la solution du stockage était une solution. Alors encore une fois, avec toutes les réserves que j'ai faites sur la réversibilité, sur la récupérabilité. Et c'est vraiment quelque chose dont on doit s'occuper, nous, aujourd'hui. Alors moi, je ne sais pas ce que sera le nucléaire dans 50 ans, personne ne peut le dire. Je ne sais même pas dire quand c'est qu'on sera à 50%. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des déchets qu'il faut s'en occuper, qu'on ne peut pas... Non, elle dit qu'on doit arriver à 50% en 2025, mais on sait aujourd'hui qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est sûr. Quand justement le nucléaire est absolument important qu'on s'en occupe aujourd'hui, c'est fondamental. Mais quand le nucléaire tord le bras à la loi, alors que la loi est mise en place par délégation de pouvoir des citoyens, on est de nouveau dans un problème. Le problème, c'est pas qu'on ne puisse pas y arriver. Le problème, c'est que le nucléaire est un blanc-seing en tout et qu'il est même... En tous les cas, Sandra Rogol, on a vu les sénateurs, ils sont sur place et il est aussi important que les parlementaires puissent visiter ce site pour prendre leurs décisions. Ça a été rappelé par Hervé Maurey. C'est la fin de ce face-à-face. Merci à vous, Sandra Rogol. Merci beaucoup. Maurice Mazières. Il y avait aujourd'hui également un colloque au Sénat sur la laïcité et les fausses informations. Alors comment naissent-elles? La laïcité en est-elle la première victime? Quel rôle pour l'école dans la lutte contre la désinformation? Élément de réponse avec Samia Dechir. Des Burkini à l'affaire de la crèche Babylou, le traitement médiatique de tout ce qui touche à la laïcité a souvent fait polémique. Pour les participants d'un colloque organisé aujourd'hui au Sénat, les médias ne joueraient pas leur rôle. Ils seraient même en partie responsables d'une désinformation. Le fait religieux, donc, c'est quelque chose qui n'est pas critiqué, ou très peu, et qui est surtout de moins en moins critiquable.
Or, c'est ce que permet la laïcité, précisément. C'est de dire qu'il n'y a pas d'idée qui ne soit pas critiquable, qui ne soit pas opposable. Trop frileux ou au contraire trop partisans, les médias sont aussi accusés de donner davantage la parole aux adversaires de la laïcité qu'à ses défenseurs. Ils ne donnent la parole qu'à certaines personnes. Et ils caricaturent les autres. Et résultat, ils sont dans ce qu'on appelle discours performatif, c'est-à-dire ils instituent comme leaders simplement des gens qui font plus de bruit que les autres, qui sont plus présents, qui maîtrisent mieux les réseaux sociaux. Marwan Mohamed, l'ancien président du CCIF, disait à ses ouailles, ouvrez des comptes Twitter, c'est comme ça que les médias réagissent. Pour les participants au colloque, il est urgent que les politiques montent au créneau. Ils attendent avec impatience le discours sur la laïcité promis par Emmanuel Macron il y a un an. Bonjour Françoise Laborde, merci d'être avec nous, sénatrice RDSE de la Haute-Garonne. Vous êtes à l'origine de ce colloque. Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce colloque? Alors je dirais que l'association Égale, donc Égalité Laïcité Europe, organise pratiquement tous les ans un colloque autour de la laïcité, avec des sujets divers et variés. Et c'est vrai que cette année, on avait pensé information et désinformation autour de la laïcité. Nous ne pensions pas être autant dans l'actualité quand on y a pensé, puisque il y a eu la loi sur les fake news, donc je dirais fausses nouvelles. Loi d'ailleurs qui a été rejetée par le Sénat. On en parlera peut-être dans un instant. Et donc c'était important de mettre des mots sur ce que l'on peut appeler, donc nous bien sûr de façon positive, il y a l'information, et de façon négative, il y a la désinformation. Et c'était intéressant d'avoir différents intervenants qui, soit donc, parce vous avez parlé là des journalistes, des médias, mais on a aussi parlé de l'école, de l'université. On va y venir, Françoise Laborde. Est-ce que la laïcité est un domaine propice justement à la désinformation, selon vous? Alors, propice... comme je suis beaucoup ces affaires-là, je dirais oui. Je suppose que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de remarques par rapport à la désinformation. Mais si l'on prend quelques exemples, la laïcité, c'est aussi l'égalité homme-femme, pour moi. Donc c'est aussi l'égalité petit garçon, petite fille. Vous vous souvenez en 2014 ce qui a été fait autour des ABCD de l'égalité. Nous avons fait notre entrée là, en septembre, enfin même un peu fin août, autour de l'éducation sexuelle à l'école. Ça fait des années que ça existe. On nous dit, par l'intermédiaire, donc là ce ne sont pas les journalistes, ce sont les réseaux sociaux, on va apprendre à nos enfants à se masturber à l'école. Les bras, comme on dit, vous en tombent. Donc les personnes qui croient cela sont soit des personnes très crédules, soit elles sont dans une manipulation parce que les personnes qui diffusent et qui font suivre ce genre de SMS ou de Twitter, c'est incroyable, ils n'ont pas vérifié. Donc ils sont bien dans un but de désinformer. Et sur la laïcité, on a un petit peu le même problème, puisque je n'ai pas du tout apprécié le titre racoleur du Nouvel Obs suite au rendu de l'ONU sur Babylou. Là, c'est pareil. La France est condamnée. La France est condamnée par quoi? Par qui? C'est une... Alors, on rappelle Babylou, c'est la crèche avec une employée voilée. Voilà, qui a fait tout un parcours. Et la Cour de cassation a donc confirmé que son renvoi était justifié. Elle n'est pas allée jusqu'à la Cour européenne parce qu'elle savait que c'était limite et que c'était pas une question d'argent, c'est vraiment une question de se dire qu'elle n'aboutirait pas. Et quelques années après, on revient par un autre biais, le comité de l'ONU, qui n'est pas une juridiction et qui ne peut pas condamner la France. Et vous avez un titre racoleur, la France est condamnée. Françoise Laborde, comment on peut articuler aussi, et notamment à l'école, le respect des croyances et la lutte contre les fake news? Ça, c'est quelque chose de compliqué, de sensible? C'est très sensible. Ça a été un des sujets de notre table ronde aujourd'hui, parce que nous avons eu des professeurs des écoles maternelles, on a eu des professeurs de lycée, on a eu des réservistes
qui sont donc à l'éducation nationale et qui, certains disent on a un rôle à jouer important pour aider les professeurs parce que ça ne s'improvise pas, les professeurs quelquefois seuls devant leurs élèves ne se sentent pas d'eux alors qu'ils ont besoin d'aide. Et je pense que là, il y a un vrai travail pour démonter. Alors, donner des exemples. Il y a une jeune professeure là, qui nous a fait toute une démonstration sur ce qu'elle avait fait autour de rumeurs d'enlèvement d'enfants devant pratiquement toutes les écoles de cette ville. C'était incroyable. Donc, elle leur a montré, elle leur a démonté. Et bien, certains enfants avaient des portraits robots dans leur poche. Ça va très vite parfois. Ça va très vite. Françoise Laborde, Emmanuel Macron, on le sait, doit s'exprimer sur la laïcité, mais ce discours tarde à venir. Pourquoi, selon vous? Alors, je dirais que il est peut-être pas tout à fait au clair. C'est pourtant un personnage qui, pour moi, a quand même une intelligence vive. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin, on doit lui reconnaître qu'il est quand même assez brillant dans sa tête et assez vif. Et il a plus de facilité à aller parler devant la conférence des évêques, à aller vous rencontrer les différents cultes. Vous lui demandez, vous, en tant que parlementaire, pourtant, de réaffirmer certains principes de laïcité, le principe fort de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905 ? Oui. On lui a demandé même, enfin je dis nous parce qu'on est plusieurs associations, à être rencontrés. Nous avons rencontré des personnes très intéressantes des différents cabinets, du Premier ministre, d'Éducation nationale, mais nous n'avons pas été reçus par le Président de la République. Donc peut-être un appel que vous lancez sur Ah oui, je le lance haut et fort, voilà. Et j'étais un petit peu déçue, mais je vous l'avais dit, j'attendais le 9 décembre 2017, justement ce discours dont tout le monde parlait. Peut-être qu'il va m'entendre et que nous aurons un discours sur ce texte de loi qui est quand même... Nous avons l'article 1er de la Constitution, nous avons la loi de 1905, nous avons quelques textes de loi 2004. Et moi, je pense que je ne lui demande pas plus, je lui demande d'appliquer. Merci. Merci à vous, Françoise Laborde, d'être venue sur ce plateau. Comme tous les lundis, c'est l'heure de sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons dans Lyon, circonscription d'élection de la centriste Dominique Vérien, ancienne maire de Saint-Sauveur-en-Puisé. Elle est engagée depuis de nombreuses années, vous allez le voir, pour faire vivre le musée Colette, la romancière connue pour ses ouvrages comme La Chatte ou encore Sido, est native justement de cette petite commune. Alors c'est un bel exemple de restauration et de dynamisme local que nous présente Fabien Recker. Saint-Sauveur-en-Puisé, dans l'Yonne, terre d'élection de la sénatrice Dominique Vérien. Dans ce village où grandit Colette, on a fait le pari du tourisme culturel. Depuis 2 ans, on peut y visiter la maison d'enfance de l'écrivaine. Et le papier peint de cette pièce, c'était le papier peint original, enfin il a été refait. Oui, en fait, tous les papiers peints qu'on voit dans la maison de Colette sont les papiers peints qui ont été retrouvés sur place à partir des fragments d'origine. Un minutieux travail de restauration a permis de reproduire à l'identique chaque détail de la maison des Colettes. Dans le jardin, la bibliothèque paternelle ou dans sa chambre d'enfant. C'est une chambre, Colette le dit, sans confort. Un petit lit bateau, un gros édredon rouge, une table de chevet, une veilleuse, une chaufferette, peut-être une petite coiffeuse, pas d'autre confort dans ma chambre d'enfant. Et en fait, en près de 50 ans, elle a laissé des dizaines, des centaines de pages qui décrivaient très précisément cette maison. C'est une sorte de mode d'emploi. Et nous, on a décidé de la prendre au pied de la lettre et de suivre ces textes pour faire rentrer les gens à la fois dans l'intimité de cette famille, mais aussi au cœur de l'œuvre. L'association fonctionne sans subvention et parie sur le bouche à oreille pour attirer les visiteurs. 37 000 à ce jour. Venus de région parisienne, ces touristes ne connaissaient pas Saint-Sauveur, mais repartiront conquis. On va en ressortir complètement renseignés sur la vie de Colette. Il nous reste finalement à lire complètement ses œuvres. Si la maison de Colette attire du monde à Saint-Sauveur, le projet s'inscrit dans une politique culturelle volontariste de la mairie, qui se veut attentive aux besoins des associations. Les concerts organisés dans cette ancienne briqueterie attirent par exemple un public venu de toute la région. Une politique qui commence à porter ses fruits. Concrètement, c'est l'ouverture de plusieurs restaurants en centre-ville. C'est quelque chose qui n'était pas forcément évident à imaginer. Donc, ouverture de plusieurs restaurants en centre-ville, maintien des commerces et reprise des commerces qui ont eu besoin d'être repris. Donc, on a un nouveau libraire, on a une boulangerie qui est venue remplacer celle qui avait disparu.
L'ancienne maison de la presse avait mis la clé sous la porte. Elle a été reprise il y a 3 ans par un libraire passionné de bande dessinée qui a élargi son offre au-delà des journaux et magazines. La clientèle touristique, ah oui, c'est facilement 30 à 40%. Venu s'installer avec sa femme et ses enfants, Jean-Christophe Pichereau participe au renouvellement de la population du village. Et sur la place, une jeune restauratrice a racheté la brasserie. Depuis que la maison Colette a ouvert, on travaille plus. Saint-Sauveur a donc tout pour séduire les touristes, mais le village est mal desservi. C'est vrai que c'est, à part la voiture, en fait, on ne peut pas faire grand-chose sans la voiture ici, je pense. La sénatrice de Lyon, Dominique Verrien, le reconnaît. Il s'agit du principal frein au développement de l'activité touristique. Le transport, clairement, qui est un frein et qui est une chose qu'on doit développer. Par tous les modes, d'ailleurs, le covoiturage essaye de se développer, mais je pense que nous sommes à 3/4 d'heure de la gare de Joigny. Il faudrait qu'on puisse avoir une navette qui nous permette d'y aller, étant donné le flux, justement, de touristes que nous pouvons avoir et de gens qui n'ont pas forcément de véhicule et qui aimeraient bien pouvoir venir en train. Autre point noir, la téléphonie mobile. Un seul opérateur offre une couverture à peu près satisfaisante sur la commune. Afin de remporter leur pari du tourisme culturel, les élus de Saint-Sauveur attendent maintenant un coup de pouce de la région et de l'État pour rattraper le retard de leurs infrastructures. Bonjour Dominique Verrien, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit dans ce reportage la culture, finalement, ça permet une réelle attractivité des territoires. Ah, très clairement, c'est vraiment l'exemple que l'on peut avoir, puisque, alors là, nous avons beaucoup parlé de la maison de Colette, mais nous avons aussi une foire des potiers, nous avons aussi plusieurs types de concerts, que ce soit classiques, de rock, pour tous les âges, et on se rend compte qu'en fait, ça génère du flux dans le village. Le fait de générer du flux, ça génère des clients pour les commerçants. Le fait que les commerçants aient des clients, ça permet de garder des commerçants, d'avoir donc des habitants aussi, parce qu'ils savent qu'en étant à Saint-Sauveur, on a tous les commerces à disposition. Donc c'est vraiment... C'est pas facile, Dominique Verrien, il faut se battre, il faut trouver des subventions, des mécènes. On a entendu, l'association, par exemple, n'a pas vraiment de subvention. Alors elle n'a pas de subvention de fonctionnement, elle en a eu par contre pour pouvoir faire les travaux. Mais c'est vrai qu'effectivement, il faut se battre. Et puis en plus, on a des cultures, des politiques culturelles qui évoluent, qui font qu'un jour, elles peuvent avoir des subventions pour notamment le Festival international des écrits de femmes. Le lendemain, elles ne peuvent plus en avoir et elles pourraient en avoir par contre pour avoir un artiste en résidence. Le problème, c'est comment pérenniser une première action qui nous amène là au mois d'octobre, énormément de gens aussi sur le week-end. Donc c'est vrai qu'il faut se battre tous les jours et qu'en étant unis, et là c'est l'avantage aussi à Saint-Sauveur, on essaye de serrer les coudes et de tous avancer ensemble. Oui, en tant que parlementaire, vous pouvez aussi pousser certains dossiers, faire avancer les projets. Ben, vous voyez, j'essaye de faire parler de Saint-Sauveur parce que là aussi, la notoriété, la publicité, la communication sont des choses qui coûtent. Donc tous les moyens sont bons pour faire parler de nous et faire avancer nos dossiers. On sait que la restauration du patrimoine, avec ce fameux loto lancé par Stéphane Bern, permet une certaine mobilisation, une certaine sensibilisation aussi des citoyens à cette question. C'est important, ça permet de faire avancer les choses. Alors c'est très important parce que ça permet la communication, effectivement, et la mobilisation. Le réel problème, c'est que par rapport à l'ISF qui a disparu et qui est devenu l'IFI, la Fondation du patrimoine a perdu énormément de ses dons. Donc le loto du patrimoine va à peine couvrir la perte qu'ils ont eue. Donc voilà, ça permet de compenser quelque chose qui a été perdu. Et ce n'est que par la mobilisation, qu'en parlant effectivement, qu'on pourra faire que les gens soient acteurs. Et c'est ce qu'on voit en ruralité. Les gens sont acteurs de leur territoire. Et c'est pas toujours avec de l'argent, mais avec beaucoup d'envie et de travail tous ensemble qu'on peut essayer de restaurer. Alors, il faut aussi de l'argent, mais on voit qu'énormément de choses sont faites par des bénévoles. Et toutes les manifestations dont on a parlé à Saint-Sauveur qui permettent de générer ce flux de touristes sont majoritairement faites par des bénévoles. Et heureusement qu'on les a. C'est un vivier très très riche, le fait de pouvoir compter sur ses habitants pour pouvoir développer un village. On avait entendu la maison Colette, 137 000 visiteurs l'année dernière. Ça permet de maintenir, on a dit, cette activité au sein de la commune. On est en plein débat ici au Sénat sur la redynamisation des centres-villes, des centres-bourgs. Ça, c'est une piste sur laquelle le gouvernement pourrait travailler, justement ? Alors, je crois que la piste, c'est une des pistes.
Mais ce qu'il faut, et ce que le Sénat d'ailleurs essaye de promouvoir, c'est que chacun puisse développer ses atouts. Et on n'a pas tous les mêmes atouts. Donc nous, effectivement, on a la chance d'avoir Colette qui est née dans notre village et donc de pouvoir communiquer dessus. Et donc de se dire qu'on va essayer d'être un pôle culturel et touristique dans notre secteur. Et donc on développe d'autres actions culturelles autour. Mais ça peut être un pôle commercial. On a Saint-Amand à côté qui a développé beaucoup de choses autour de la poterie. Je crois que chacun peut essayer de trouver quelque chose. Ça peut être autour de l'agriculture. L'idée, c'est qu'on donne la possibilité à chaque territoire de se développer en fonction de ses atouts et en fonction des compétences et des appétences de ses habitants. Oui, il y a malgré tout des problèmes, ça a été rappelé, d'infrastructures en matière de transport. Là aussi, quelle voix pouvez-vous porter ici au Sénat ? Le fait déjà, et ça je crois qu'on s'est beaucoup battu là-dessus, que les petites lignes ne soient pas abandonnées, parce que c'est ce qui permet quand même de mailler le territoire. Ça n'est évidemment pas suffisant, puisque nous sommes à 3/4 d'heure d'une gare. Après, il faut qu'on travaille tous, mais là c'est aussi la région et c'est aussi avec la communauté de communes, pour faire qu'on puisse continuer à mailler notre territoire. Chez nous, il y a très très peu de bus, c'est dommage. Là, mais très sincèrement, c'est pas tant le gouvernement que le territoire qui, là, doit s'organiser pour essayer d'avoir ce maillage. Avec l'aide du gouvernement, c'est mieux, mais c'est aussi à nous de faire. Eh bien, merci à vous, Dominique Verrien, d'être venu parler de cette maison Colette sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne suite des programmes sur Public Sénat.